Nous allons débuter le vif du sujet, je peux dire, par une première session consacrée à l'histoire, finalement, à cette notion évolutive, parce qu'effectivement, cette notion nuisible, on l'a bien vu, est une notion qui est variable et qui varie notamment selon le temps, donc selon l'époque, qui va la penser et l'appliquer. Alors même s'il est très difficile de le prouver, il est plus plausible d'imaginer que cette notion de nuisible, le mot sans doute pas, mais l'idée sans doute qu'il y a un vivant qui pose problème à l'homme, existe depuis la préhistoire, sans pour autant que cela implique un souhait d'éradiquer les espèces qui posaient problème. Avant le XVIIIe siècle, les nuisibles pouvaient avoir une certaine utilité sociale, dans le sens qu'ils pouvaient être tout à fait considérés comme étant des manifestations divines. Effectivement, l'homme envoie un fléau sur Terre pour punir les hommes. Et donc on voit que l'animal qui pose problème a une raison d'être. Bon. Il faut attendre, me semble-t-il, le XVIIIe et le XIXe siècle pour voir une conception plus moderne, on va dire, dont on est encore les héritiers, apparaître, où on va là scinder le vivant en deux ensembles, totalement étanches, le nuisible d'un côté opposé à l'utile, le nuisible étant à détruire, là où l'utile serait à conserver. Voilà. Et depuis le XIXe siècle, on voit cette séparation-là se retrouver contestée par différents groupes sociaux et évoluer jusqu'à nos jours. Ainsi qu'en témoigne la loi sur la reconquête de la biodiversité, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises. Donc les trois communications qui vont suivre vont donner à voir et expliquer ces évolutions à partir de cas variés. La première communication va être faite par Laurent Latuyère, qui est donc chargé de mission environnement et biodiversité au sein de l'agence de l'Office national des forêts Montagne d'Auvergne. Laurent Latuyère s'intéresse donc aux rapports changeants entre forestiers et insectes depuis le XIXe siècle. Il va nous expliquer comment et pourquoi des insectes, d'abord considérés comme des ravageurs, deviennent progressivement des bioindicateurs. Laurent, je vous en prie. Merci Rémi. Est-ce que ça marche le micro? Bon, tout va bien. Alors, pour compléter la petite présentation, en fait, je suis forestier naturaliste, ce qui est des fois considéré comme antinomique par certains, donc c'est déjà un premier paradoxe. Je suis entomologiste et non pas historien, mais je m'intéresse à l'histoire parce que l'histoire explique beaucoup de choses de l'état de nos forêts. Donc c'est l'histoire des forestiers et des forêts. Comme je vais parler insectes, il y aura des photos d'insectes, et pour illustrer ces propos de manière plus vraie, je vous ai amené une brochette de vermines, avec des ravageurs, des pseudo-ravageurs et des ex-ravageurs. Voilà, donc pendant les pauses, si ça vous intéresse, vous pourrez venir voir plus près ces petites bêtes qui peuvent causer de grands dégâts. Alors, hop, il suffit de le mettre en mode diaporama. Voilà, alors en fait, mon propos va être tourné autour de quatre approches: la chasse aux insectes historique, la question des ravageurs, la place des insectes dans l'écosystème forestier, et puis cette notion de bioindicateur. Alors tout d'abord, relation historique entre les forestiers et les insectes des forêts. Qu'est-ce que c'est que les insectes forestiers? C'est les insectes qui se trouvent en forêt. Alors on a des représentations à gauche de deux espèces très classiques, le grand capricorne du chêne au milieu et puis le lucain de cerf-volant mâle et femelle en bas et en haut. En fait, les forestiers voient surtout les représentations de droite, c'est-à-dire les dégâts occasionnés, enfin le symptôme des dégâts occasionnés par les scolites, les fameux scolites ou les bostриches. Et de ce fait, comme ces bestioles bouffent le bois, les forestiers les prennent pour des ravageurs nuisibles. Donc voilà, on imagine ce que ça peut être, et ça rejoint tout à fait ce qui a été évoqué de la concurrence avec nos intérêts socio-économiques humains. En 1947, dans un livre de technique forestière par Philibert Guinet, qui au passage était un des écologues forestiers importants du XXe siècle, il est écrit: c'est dans le vaste groupe des insectes que se rangent les plus dangereux ennemis animaux de la forêt. Le débat est planté. Nous sommes en 2010, donc tout à fait récemment, et suite à la tempête close de 2009 dans le massif landais, les forestiers, propriétaires, sylviculteurs s'inquiètent par l'invasion du scolite. On verra que le scolite, il y en a 150 espèces en France, donc déjà là on n'est pas très clair sur ce dont on parle. Je ne parlerai pas de la longue histoire forestière que l'on connaît, ni de la longue histoire de l'entomologie. Par contre, pour ce qui est de l'entomologie forestière, elle a aussi une longue histoire, mais elle commence réellement à prendre l'essor au début du XIXe siècle.
Et les forestiers cherchent à lutter contre ces ravageurs et font la chasse aux insectes. Alors pourquoi le début du 19e siècle? D'abord parce qu'on commence à avoir de la ressource documentaire intéressante. Ici, c'est un atlas de Baudrillard un traité général des eaux et forêts, chasse et pêche. Et en 1825, on a des planches qui commencent à présenter des insectes forestiers considérés à l'époque comme des nuisibles, des ravageurs. Ce qui se passe aussi au début du 19e siècle, c'est qu'il y a le début d'une sylviculture technique qui est mise en place avec la pratique de culture des arbres plutôt que de la récolte qui se faisait auparavant. Je ne rentre pas dans les détails, je ne peux pas, mais c'est aussi le début de l'administration forestière moderne qui assure un encadrement, une diffusion d'informations techniques. C'est aussi probablement un changement dans les traitements sylvicoles. C'est des termes techniques, je ne rentrerai pas dans le détail, mais si vous avez des questions, on pourra préciser. Et puis des grandes phases d'introduction et de déplacement d'essences forestières, d'arbres, qui ont peut-être été à la genèse de déséquilibres écologiques, lesquels se sont manifestés par les pullulations d'insectes. Alors un exemple aussi, le Lucan cerf-volant, il illustre la symbolique qui est attachée derrière. Comme c'est des petites bêtes, il faut les rattacher à des grandes bêtes qu'on a l'habitude de voir. Donc là, en l'occurrence, forcément, les mandibules du Lucan à droite rappellent les bois du cerf. Comme le Lucan Volt, c'est un cerf-volant. Voilà, tout simplement. Mais la symbolique ne s'arrête pas là. Il y a l'aspect compétition des mâles et puis l'aspect reproduction avec une similitude assez frappante entre ces deux espèces qui ne jouent pas du tout dans la même cour. J'en veux pour preuve. Alors là, un autre exemple, hein, c'est l'insecte à droite s'appelle un rhinocéros. On comprend aisément pourquoi avec sa corne sur le bout de la tête. La similitude avec la chasse est quand même assez frappante. Mais comme je disais, on ne joue pas dans la même cour, les forestiers, puisque le Big Five, c'est-à-dire les 5 espèces phares des chasseurs en Afrique, le buffle, le rhinocéros, l'éléphant, le lion, le léopard, cumulent 10 100 kilos de trophées. Voilà. Un Big Five français serait le sanglier, le chevreuil, le cerf, le renard, le chamois, espèces plus ou moins nuisibles selon les considérations. 545 kg de trophées, on baisse en régime. Et quand on regarde un Big Five entomologique, donc les ravageurs des forêts, l'ilope du pin, le sténographe, le dendroctone, le typographe et le grand capricorne du chêne, heureusement qui remonte le niveau, on est à 10 grammes de trophées. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes rapports. Et alors en plus, on a chez les mêmes insectes un Big Five plutôt patrimonial avec des espèces, avec des espèces dont on parlera qui sont dans la petite boîte ici. Alors, les ravageurs des arbres et des forêts. Alors, qu'est-ce qu'un insecte? Je ne vous fais pas un cours d'entomologie, ce n'est pas le but. Hein. Par contre, chez le Lucan, ce qui est important de retenir, ce n'est pas la grosse bête qu'on voit assez facilement, c'est la larve, puisque c'est bien la larve qui va manger le bois. Donc, c'est elle qui pose problème. Alors que souvent, on associe d'ailleurs le dégât à l'insecte adulte. Alors, bon, le diaporama fait un petit bug, donc ça mélange un peu les choses, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que les insectes forestiers, les insectes sont quand même 4/5 des espèces animales en France. On n'en parle pas beaucoup par rapport aux grosses bêtes. Et 10 000 espèces forestières, dont 2500 espèces de coléoptères sapoxyliques qui sont liées au bois mort, au bois dépérissant. Donc, où les forestiers ont une responsabilité particulière. Bon, ces espèces-là, 37 000 espèces en France, il y a un problème, c'est que c'est pas bien gros et que souvent, pour les étudier, il faut passer sous la loupe binoculaire, il faut plein de bouquins. Il n'y a pas un seul bouquin pour la flore, il y a des dizaines de bouquins et d'articles, ce qui explique peut-être que l'étude soit un peu plus difficile. Voilà un exemple de boîte de collection de référence pour travailler dessus. Alors, c'est un peu pédagogique. Ce qu'on peut voir ici, et vous les aurez dans la boîte, c'est quelques grosses bêtes connues des forestiers, le grand capricorne du chêne, le Lucan, je les ai déjà cités. En fait, il ne faut pas se tromper d'ennemis, si je puis parler d'ennemis, c'est qu'en fait, les vrais ravageurs des arbres sont là. Alors, on voit surtout les étiquettes et pas tellement les petites bêtes, mais en fait, c'est les scolites, pour parler d'eux, sont ici, c'est minuscule. Voilà, ça c'est une assiette de scolites issue d'un traitement d'échantillons de pièges à insectes. Donc voilà, c'est là que le problème se pose pour nous, forestiers. Donc arrêtons de regarder les grosses bêtes, regardons les plus petites. Alors, faut pas nier, c'est clair que la notion de ravageur est liée au ravage, et ces bêtes-là peuvent faire des ravages sur des dizaines, centaines, dizaines de milliers d'hectares. 1837, donc on est au 19e siècle, cours élémentaire de culture du bois, donc pour s'adressant à tous les forestiers,
il est important de débarrasser les quantités de bois qui, par leur pourriture, auraient favorisé la multiplication de plusieurs insectes, particulièrement quelques coléoptères, qui étendent souvent leur ravage de la manière la plus désastreuse. C'est assez catastrophiste comme vision, mais c'est quand même partagé par beaucoup. Et ça traîne encore un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. On commence à avoir à la fin du 19e siècle des approches, alors ça c'est des circulaires de l'administration des eaux et forêts, donc la diffusion de l'information, avec des approches en couleur, mais surtout techniques des cycles des espèces, qui est déjà important. Voilà, alors ici on présente le bostridge bidenté, le pisode du pin, en disant que si l'on n'intervient pas, interventionnisme, il est à craindre qu'avec le concours de circonstances climatiques favorables, le mal ne s'étende rapidement jusqu'à la destruction totale de la jeune pineraie. Aïe. Nous sommes en 1923 et nous avons toujours des notes sur les insectes nuisibles aux arbres forestiers. On retrouve ce schéma des scolites avec leurs dessins de galeries de ponte. 1975, nous progressons, mais nous sommes toujours chez les insectes ennemis des pins. En 1991, nous avons la forêt et ses ennemis. Voilà, on est toujours dans la notion un peu de guerre. Wanted. Donc là, on commence par contre à avoir une approche écologique un peu plus fine sur les cycles des espèces et comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent. Hop. Alors, quand on a des ennemis, on essaie de les combattre et là, c'est un chantier d'échenillage pour lutter contre les processionnaires du pin ou du chêne, en l'occurrence du pin. Et ici, nous sommes en 1870 avec un arrêté de la préfecture de la Haute-Loire relatif à l'échenillage, qui est une démarche obligatoire et qui peut donner lieu, si les propriétaires ne le font pas, à des procès-verbaux. Ça rigolait pas à l'époque pour détruire ces nuisibles. Alors après, il y a eu plusieurs systèmes de lutte, donc notamment les arbres pièges ou les attractions par phéromones qui ont donné des résultats discutables. Je n'en dirai pas plus, sauf s'il y a des questions. Et puis avec l'avènement de l'ère chimique du XXe siècle, on est passé à des méthodes beaucoup plus radicales, avec des moyens de diffusion aussi plus efficaces. Et je ferai un petit parallèle sur les deux photos du bas entre la technique qui est exactement la même, c'est que je pulvérise un insecticide. Dans le cas à gauche, c'est pour les détruire. Dans le cas à droite, c'est pour les étudier. Bon, il faut les détruire aussi, mais c'est quand même pour les étudier dans la canopée. Voilà, donc la même méthode, objectif différent. Alors, on a vu que les insectes pouvaient être ravageurs. On revient sur ces circulaires de l'administration des eaux et forêts où on explique le cycle de la bête. Donc on s'intéresse à son écologie, pas simplement à ses ravages. Toujours dans la forêt et ses ennemis, voilà le sténographe qui est présenté ici avec ses galeries. Et puis les cycles de phasage avec l'émergence des adultes, le développement des larves et le moment où elles nourrissent le bois. Ce qui est dans l'objectif de faire une lutte plus efficace. Il n'empêche qu'on commence à toucher du doigt la notion de l'écologie des insectes forestiers. Et là, il y a un ouvrage très intéressant, je ne résiste pas à la lecture de l'introduction qui, pour moi, résume beaucoup de choses. Nombreux sont les ouvrages qui traitent de l'entomologie forestière, mais la plupart ne s'intéressent guère qu'à la biologie des espèces nuisibles, à la description de leurs dégâts, à la présentation des méthodes de lutte. Le but de cet ouvrage est différent. Nous avons voulu traiter de l'ensemble des insectes forestiers en insistant surtout sur l'aspect écologique du sujet, en prenant en considération aussi bien les espèces nuisibles que les espèces utiles ou indifférentes, et montrer le rôle des insectes dans l'écosystème forestier. Nous y voilà donc. 1998, le même auteur a écrit un autre livre dans la même ligne, qui est une sorte de réédition, et il explique que les insectes véritablement nuisibles représentent moins de 1% de la totalité des espèces présentes. Donc on s'affole sur beaucoup pour quelques espèces. Et finalement, dans la plupart des types de forêts qu'on a chez nous, très peu d'espèces, de 1 à 6 le plus souvent, agissent réellement comme des ravageurs principaux. C'est peut-être pas la peine de toutes les détruire pour ça, mais bon. Alors, j'ai parlé des Coléoptères sapoxyliques. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce cortège de Coléoptères sapoxyliques qui est au bois mort, il y a plusieurs groupes fonctionnels. Et notamment ce qu'on appelle les xylophages, ou xylophiles, xylophages primaires et secondaires. Ça, la notion est importante, parce que les primaires attaquent des arbres sains, les secondaires n'attaquent que des arbres morts. Donc quand vous avez des insectes secondaires dans une forêt, ils ne risquent pas d'attaquer les arbres sains. Donc ce n'est pas eux le risque principal. Et les ravageurs primaires, les xylophages primaires, sont finalement très peu nombreux. Et puis il y a toute une cohorte d'espèces, celles qui mangent les espèces ravageurs, donc les prédateurs, les régulateurs, et puis celles qui mangent les champignons. Voilà, celles-là n'ont que peu d'influence sur l'aspect forestier de la thématique. Et finalement, toutes ces espèces d'insectes forestiers, alors on pourrait effectivement enlever ceux qui sont en rouge, là, qui sont des sapoxyliques qui mangent le bois, enfin dont les larves mangent le bois, et puis en point d'interrogation, toutes celles qui sont rhizophages, par exemple, dont les larves mangent les racines, mais qui ont un impact insignifiant, les espèces indifférentes, et puis celles qui ne s'intéressent même pas au bois.
Pourtant, tout ça, ce sont des insectes forestiers dans lesquels on a parfois mis le même panier, enfin on les a mis dans le même panier. Alors l'approche écologique, c'est quoi? C'est aussi la biodiversité qui est liée aux vieux arbres, aux arbres morts. Et on retrouve dans ces schémas illustrant la faune associée à des vieux arbres, quelques insectes, quelques coléoptères en l'occurrence, le grand capricorne du chêne, le lucan de cerf-volant dans les racines, le fameux pic-prune l'osmoderme qui a arrêté l'autoroute du Mans à une époque, enfin juste un moment, après l'autoroute s'est faite. Puis on a aussi d'autres espèces comme le frelon ou la fourmi. Voilà, ce sont des insectes forestiers qui ont leur existence et leur droit d'exister aussi. Alors, sur le cycle biologique d'un chêne, souvent, depuis longtemps, les forestiers s'intéressent aux premières phases, jusqu'à l'optimum économique. C'est là qu'on maximise la rentabilité de l'espace forestier. Et puis, on ne voulait pas trop voir les stades de maturité quand ça dépérit et que ça attire la vermine, justement. Donc, on avait plutôt tendance à les éliminer. Et maintenant, il y a une autre approche. C'est pas encore la seule, mais c'est une autre approche qui fait qu'on s'intéresse à ces stades-là, parce qu'ils sont très riches en termes de biodiversité et de fonctionnalité de l'écosystème forestier. Et on trouve des forestiers, en l'occurrence, mais pas que, qui vont gratter le bois mort, non pas pour éliminer tout ce qu'il y a dedans, mais pour découvrir ce qu'il y a dedans et essayer d'en faire quelque chose en termes de gestion forestière. Donc des petites bêtes super patrimoniales qui feraient fantasmer les entomologistes, qui sont absolument pas connues du grand public, qui sont même pas protégées ou classées Natura 2000. Voilà, c'est pour dire qu'il y a aussi là des approches un petit peu différentes. Alors, les méthodes d'étude, finalement, elles n'ont pas beaucoup changé. Si vous regardez à droite, la personne manie un parapluie japonais, et il n'y a pas si longtemps, j'ai encore le parapluie japonais pour étudier les insectes. Voilà, donc là, on est dans une transmission historique de ces méthodes. Ça, c'est un dispositif d'étude qui est relativement récent par contre et qui a permis de beaucoup améliorer la connaissance de ces espèces-là. Parce qu'il y a des espèces qu'on ne voyait jamais et qui en fait maintenant viennent bien à ce type de piège. On parle d'ailleurs de piège, ça fait toujours un peu tiquer les naturalistes de parler de chasse aux insectes, mais c'est un terme qui est resté. On est même arrivé à ce qu'on fasse un film, un documentaire sur des insectes a priori complètement insignifiants, des nécrophores, donc les petites bêtes qui mangent les cadavres. Alors, c'est un peu ragoûtant, mais bon voilà. Ça fait partie des sales bêtes. Et pourtant, on en a fait un film avec Pascal Cardeillac et Samuel Guiton. Moi, j'ai participé à une séquence sur un nécrophore. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un staff technique pour filmer des petites bêtes comme ça, en forêt, avec même reconstitution de studios intérieurs. Voilà, on leur a déroulé le tapis vert, en l'occurrence. Ça vous intéresse, le documentaire s'appelle « Les super papas de la nature » et c'est très intéressant. Et finalement, alors on arrive à valoriser l'écologie des espèces, mais qu'est-ce que c'est que les bioindicateurs? Alors voilà un groupe de forestiers en chasse, mais pour analyser la valeur patrimoniale d'une forêt, et plus pour aller détruire les ravageurs. On a un gros travail qui a été fait par Hervé Brustel au début des années 2000. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais il a identifié des espèces d'insectes, de coléoptères bio-indicatrices de la valeur patrimoniale des forêts. Alors, on pourrait discuter sur ce qu'on met derrière, mais bon, je ne rentre pas dans le détail. Et on parle d'indices patrimoniels et d'indices fonctionnels, ce qui est quand même assez nouveau pour la plupart de ces espèces-là. Et on parle aussi de valeur patrimoniale des massifs forestiers qui accueillent ces espèces-là, dont certaines étaient autrefois considérées comme des ravageurs et des nuisibles. L'évolution des mœurs et des approches. Un exemple, la rosalie des Alpes, gros insecte assez connu, qui est lié en Auvergne, dans le massif des Colettes, dans l'Allier, au hêtre, donc à la hêtraie. Et puis, ça c'est des grumes de hêtre qui sont au bord d'un chemin, qui ont été exploitées, qui attendent de partir en bois de chauffage. Et sur ces grumes, qu'est-ce qu'on voit? Des rosalies, donc là monsieur, madame, en train de faire leurs petites affaires, et madame, après, qui pond pour reproduire l'espèce, donc ça c'est super. Donc en tant que naturaliste et entomologiste, on se dit chouette, là j'ai 4 rosalies qui sont sur le tas de bois, sauf qu'après on a un petit coup de blues parce que le tas de bois il est vendu, donc il va partir à la casserole, enfin à la cheminée en l'occurrence, et donc toutes les pontes qui sont dedans risquent de brûler et d'être perdues. Et en fait, sur une espèce qui est xylophage, dont la larve mange le bois, donc dégrade le produit des forêts et des forestiers, et on a travaillé pour protéger et améliorer les conditions de vie de cette espèce, qui est quand même assez original, avec maintien du hêtre, parce que c'est son essence haute pour la larve, maintien d'une trame de vieux bois, avec des îlots de sénescence, une prescription pour enlever les grumes de hêtre avant le 15 juin, pour éviter que les grumes qui restent soient colonisées par l'espèce, voilà, et ça marche bien. Donc là, il faut aussi connaître l'écologie, et puis des protocoles de suivi,
avec des tas de bois attractifs pour la Rosalie. Donc on laisse du bois pourrir en forêt pour attirer la bête. Alors qu'avant, l'idée, c'était plutôt de tout enlever pour supprimer les sales bêtes. Voilà un exemple d'arbre habitat qui peut être colonisé par la Rosalie qu'on voit dans le petit rond en bas à droite. Ça, c'est un îlot de ses naissances. Donc le principe, c'est de laisser sur une surface de quelques hectares les arbres mourir et pourrir jusqu'à l'inclusion dans le sol. Voilà d'autres exemples, c'est plutôt du sapin dans le Cantal. Et dans toutes ces grumes, tous ces arbres secs ou dépérissants, on trouve ces espèces-là qui sont des espèces très patrimoniales. Pas connues du tout, sauf la Rosalie. Et finalement, un autre focus quand même sur les scolites, les fameux scolites dont je parlais tout à l'heure, qui sont la hantise des forestiers depuis très longtemps. En fait, il y a 150 espèces de scolites en France. La plupart s'attaquent à des arbres. Certains sont complètement insignifiants. Il y en a quelques-uns qui peuvent poser problème. Le sténographe, le typographe ou le dendroctone. Le scolite Delorme, le scolite qui transmet la graphiose, qui a été évoqué tout à l'heure. Donc là, qui a créé des vrais ravages. Voilà, donc c'est des toutes petites bêtes. Les scolites font partie intégrante des écosystèmes forestiers. Ils tiennent un rôle écologique important. Et s'ils peuvent effectivement devenir des ravageurs, ils sont aussi et peut-être avant tout des révélateurs de faiblesse des arbres et de déséquilibre des écosystèmes forestiers. Et de ce fait-là, ils peuvent nous aider à analyser ces faiblesses et ces déséquilibres pour améliorer la stabilité et la résilience des forêts. Et ils comprennent à la fois des espèces xylophages qui mangent le bois, des espèces provoquant des dégâts, des espèces totalement insignifiantes, des espèces rares, des espèces patrimoniales, et des espèces alloctones, donc exotiques, certaines invasives et d'autres pas. Donc c'est un groupe très intéressant parce que dans une même famille d'insectes, on a plein de choses et plein de notions qui se mélangent. Alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces insectes quand on les a identifiés, quand on a essayé? On essaye, nous naturalistes à l'ONF, de définir une trame de vieux bois pour la conservation de la biodiversité, avec des arbres isolés, des bouquets d'arbres, des îlots de vieillissement et des îlots de sénescence. On laisse les arbres mourir de leur belle mort. Alors en fait, cette photo qui date d'il y a peu de temps, on a travaillé sur la forêt de Manel des Colettes. En fait, si je change de vision, voilà comment je la définis. J'ai des arbres nuisibles, des nids de vermine, des îlots de ravageurs et des foyers d'infection. Et le forestier qui voit ça, il se dit punaise, c'est pas possible, ma forêt est en péril. Voilà. Comme quoi, la même photo, vue de deux approches différentes, peut être interprétée de manière très variée. Et finalement, sous forme de synthèse, voilà, les forestiers sont intéressés depuis longtemps aux insectes forestiers de manière très utilitaire, sanitaire et combative dans un premier temps. Ils les ont chassés dans et de leur forêt avec des moyens de plus en plus sophistiqués mais avec une efficacité parfois discutable. C'est-à-dire que quand on applique du produit chimique pour un insecte ravageur qui est déjà parti, en fait on tue les secondaires, on tue les prédateurs du ravageur qui auraient pu le réguler et en fait on déséquilibre un peu plus l'écosystème. Cherchez l'erreur. Ils ont ainsi appris à mieux les connaître et les comprendre, voire à les utiliser comme bioindicateurs ou révélateurs de l'état des forêts. Alors, la préservation pour les générations de futures de ce patrimoine écologique, historique et culturel hérité est un droit d'exister pour eux et un devoir pour nous. Et il me paraît important de changer notre regard sur cette biodiversité et son rôle fonctionnel tout en n'occultant pas l'impact socio-économique, voire écologique des dégâts causés par certains de ces insectes forestiers. En fait, là, je crois que l'une des idées, c'est nuisible, c'est par rapport à quoi et par rapport à qui. Ça a déjà été dit. Je prends l'exemple du grand capricorne du chêne, qui a le défaut de s'attaquer à des arbres sains et qui plus est des arbres qui, comme celui de gauche, valent quand même 10 à 12 000 euros pièce. Ça fait un peu flic quand même de se voir manger le bois sous le nez. Alors, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que depuis quelques années, le grand capricorne du chêne est aussi une espèce protégée. Bigre, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce problème-là? J'ai quelques éléments de réponse si vous avez des questions là-dessus, mais je ne peux pas insister trop longuement. Alors, le capricorne asiatique ont été cités par Nicolas Forêt. C'est quand même des belles bêtes. D'un point de vue esthétique, c'est magnifique. Sauf qu'effectivement, ça peut poser des sacrés dégâts. Et je mets aussi le monocame qui est juste en dessous. Alors lui, c'est pas la larve mange le bois, mais c'est pas le problème parce que c'est insignifiant. C'est qu'il transporte un petit ver, un hématode du pin qui est en train de décimer les pinettes du Portugal. Et c'est la plus grosse crainte des forestiers actuellement, c'est qu'il n'arrive pas en France. Parce que s'il s'attaque au massif landais, 1 million d'hectares, ça va faire du mal. Alors après, pour qui, pourquoi, voilà, c'est une autre question, mais ça va faire des dégâts. Alors, un petit clin d'œil aussi, parce que tous ces allers-retours dans le passé sont permis par notre mémoire collective, nos archives, nos ressources documentaires et iconographiques, et que c'est important
de les préserver. Je me bats aussi un petit peu pour ça, pour qu'on puisse faire cette approche historique, à la fois spatiale et temporelle. Et tout ça nous montre qu'entre les forestiers et les insectes des forêts, la notion de nuisible, ravageur versus bioindicateur, est bien historiquement évolutive et qui plus est toujours en mouvement, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord entre tous les forestiers sur ces aspects-là. Et je vous remercie pour votre attention.